En virage, cette semaine, on fait l'essai du CX70 que Marc Bouchard est allé essayer, mais nous allons commenter le tout en studio. Aussi, on poursuit nos chroniques avec Silverwax. On va s'entretenir avec Richard Pelchat. Beaucoup de nouvelles de l'industrie. À la fin de l'émission, on répond à vos questions. Tout cela à virage dans un instant. Alors, beaucoup de choses à l'émission aujourd'hui et pour en débattre, Jacques, bienvenue, Marc Bouchard. Salut, messieurs. Salut. Ça va bien? Oui, merci. En forme? Ben oui, ben oui. Bon, beaucoup de choses à l'émission. Surtout, on va parler beaucoup de ce CX70 de Mazda. J'allais dire 90, mais T'es pas vraiment justement, trompé. Marc, je me trompe pas beaucoup. Non, effectivement. Vous allez voir que c'est deux véhicules qui sont, disons, assez similaires, si on veut être poli. Bon, on va aller voir l'essai et qu'est-ce que tu as vu là-bas et qu'est-ce que tu as analysé avec ce CX70, puis on revient tout de suite après. Le soleil se lève à peine sur les collines de Palm Springs, en Californie, alors que nous, on est déjà à pied d'œuvre pour essayer le nouveau Mazda CX70. C'est un nouveau VUS familial construit sur la même plateforme que le CX90. Au cours des prochaines heures, on aura l'occasion d'essayer la version à essence, la version hybride branchable, mais surtout, on aura l'occasion de se questionner à savoir pourquoi Mazda a choisi de faire un CX70 au lieu d'un CX90 version courte. Le CX70, tout comme le CX90, partage une plateforme qu'on appelle la plateforme des grands véhicules. En fait, en Amérique du Nord, il y a deux véhicules. En Europe, le CX60 et le CX80 utilisent la même chose. Ce que c'est, en fait, c'est une plateforme qui, au départ, était conçue pour avoir un véhicule à propulsion, évidemment qu'on utilise maintenant pour des grands VUS, incluant le rouage intégral, bien entendu. Parmi les particularités, écoutez, c'est que le CX70 et le CX90 ont exactement les mêmes dimensions. Ça veut dire que tant en termes de longueur qu'en termes de hauteur et de largeur, c'est exactement le même véhicule. La nuance, elle provient à l'intérieur cependant, parce qu'évidemment, vous aurez compris que le CX70 n'a que 2 rangées, alors que le 90 en a 3. Ce que ça permet, c'est que ce véhicule-ci, le CX70, a étonnamment un espace de chargement légèrement plus grand que son grand frère. Pourquoi? Parce qu'évidemment, l'espace réservé à la 3e banquette laisse toujours un peu d'endroits qu'on ne peut pas utiliser. Ici, on l'a utilisé pour un coffre sous le plancher, ce qui permet d'avoir quelques litres supplémentaires, 70 en fait, qui font donc que le CX70 est légèrement plus spacieux. Évidemment, on ne ressent pas ça dans l'habitacle. On a un habitacle qui est extrêmement confortable, extrêmement bien pensé, bien fait. Les sièges sont confortables, donnent un bon support et on a toutes sortes d'éléments, incluant par exemple la programmation de votre position de conduite où votre voiture va détecter, selon la version, votre poids, votre grandeur et va vous permettre d'avoir la position maximale pour le siège. Je vous avoue que la fois que je l'ai essayé, ça n'a pas fonctionné aussi bien qu'on l'espérait, mais malgré tout, ça donne un espace extrêmement intéressant parce que ça nous donne du support. Car c'est là l'importance de ce véhicule-là. On n'a pas négligé, en fait, le plaisir de conduite et le dynamisme de conduite. On a un système de suspension et de posture cinétique qui permet d'avoir une tenue de route impeccable. Ce matin, on s'est promené dans les routes de montagne, des routes extrêmement sinueuses, et malgré tout, le transfert de poids était à peu près nul. On était capable, sans difficulté, de suivre la vitesse permise et même de suivre les locaux qui, eux, se permettent quelques petits écarts. Tout ça absolument sans difficulté et vraiment d'une grande stabilité et d'un grand silence. On ne peut évidemment pas parler du CX70 sans parler du design. Pourquoi? Parce que chez Mazda, vous le savez, on utilise une philosophie de design qui s'appelle Kodo, qui est une philosophie particulière que l'on retrouve dans tous les véhicules maintenant. C'est évidemment le cas de ce CX70, même si on a voulu lui conférer un petit plus. Si vous remarquez, il y a certaines appliques noires qui lui donnent une silhouette peut-être un peu plus agressive. L'idée, en fait, c'est qu'on a voulu que le design soit plus sportif. Ça se traduit aussi dans le design des roues notamment et dans la présence de rails de toit noirs. Donc, on a vraiment voulu personnaliser le véhicule pour qu'il ait une allure plus dynamique.
on a le choix entre 3 motorisations différentes. La première, c'est une version hybride branchable, 42 km au maximum d'autonomie en version électrique. C'est tout à fait efficace, on a pu le constater. Sous le capot, un moteur 4 cylindres 2,5 litres qui est jumelé à une motorisation électrique et à une batterie de 17,8 kWh. C'est ce qui nous permet en fait d'avoir des accélérations un peu plus silencieuses en mode électrique et relativement vives, même si, honnêtement, j'ai été un petit peu déçu de cet élément-là. En revanche, il faut bien dire que la conduite, elle est souple, elle est douce et on apprécie la motorisation électrique pour ça, bien sûr. Dans les autres cas, ce sont des moteurs 6 cylindres en ligne que Mazda a créés et développés et tous les moteurs sont montés de façon longitudinale. Donc, elles sont le sens de la longueur du véhicule, ce qui donne un meilleur centre de gravité. Dans le cas des 6 cylindres en ligne, il y en a 2 versions, une version un peu moins puissante et une version un peu plus puissante qui permet d'aller chercher jusqu'à 340 chevaux, soit le plus puissant moteur jamais offert par Mazda dans un VUS. La version moins puissante compte 280 chevaux, alors que dans le cas de l'hybride, on parle d'un moteur qui, lui, va développer 323 chevaux. Pour jumeler tout ça, une transmission 8 vitesses automatique qui est, je dois le dire, extrêmement performante et une facilité à choisir des modes de conduite, notamment un mode sport qui permet d'augmenter les capacités et les performances. Et autre bonne nouvelle, le son du moteur. Je vous dis que le 6 cylindres est peut-être un peu moins concluant, mais le 4 cylindres, lorsqu'on accélère avec vivacité, procure une sonorité qui a fait sourire notre caméraman au moment où il ne s'y attendait pas. Ce sont donc des motorisations qui sont efficaces. C'est un moteur qui est bien pensé. C'est un véhicule qui, dans l'ensemble, est assez homogène. Mais on s'est vraiment posé la question et on a voulu parler au responsable des produits, Martin Medina, qui nous explique exactement quelle est la philosophie qui a prévalu au design du CX-70. The goal with CX-70 is to attract more customers into the brand and then to expand the coverage on the mid-size crossover segment. With the CX-70, we're looking into those customers who wants to enjoy their life, active lifestyle, and they want to do, all the hobbies. They want to support all the hobbies. We offer exceptional value on this vehicle, and of course, for the overall pricing, I think CX-70 could compete with X5 at some point. We're looking into have like CX-70 to be similar to a CX-90, so they are all working together in the segment. So we're trying to attract all these customers and expand our coverage on the volume standpoint. On ne peut évidemment pas parler d'un véhicule utilitaire sport sans parler de rouage intégral, parce que chez Mazda, on mise énormément là-dessus. Notre système intelligent de rouage intégral est conçu pour s'adapter à différents modes de conduite. En fait, je vous l'ai dit un peu plus tôt, on a un mode sport, on a aussi un mode hors route dans certaines circonstances, mais on a surtout un mode remorquage qui est particulièrement intelligent. Pourquoi? Parce qu'il permet non seulement de jauger le fait qu'on a quelque chose qu'on remorque à l'arrière, mais aussi, bien entendu, de répartir le couple de façon plus efficace pour être particulièrement réussi. En fait, vous pouvez, avec les versions les plus puissantes, remorquer jusqu'à 5000 livres à la condition, bien sûr, d'avoir l'option remorquage. Sinon, même dans le cas de l'hybride, c'est 3500 livres, ce qui est quand même pas négligeable pour un véhicule de cette taille-là. Il y a un autre élément au niveau du remorquage dont il vaut la peine de parler, c'est une caméra à l'arrière qui est placée pour les gens qui, comme moi, ne sont pas très habiles pour aller accrocher leur remorque directement après le véhicule. Bien, c'est une espèce de caméra aérienne qui vous montre exactement, avec des repères, de quelle façon on peut arrimer les deux du premier coup ou presque. C'est facile, c'est pratique et honnêtement, c'est une bonne idée de la part de Mazda. On doit aussi parler consommation, bien entendu, mais on n'est pas un bon exemple, puisque nous, on a conduit sur autoroute surtout et dans des routes de montagne sinueuses avec des montées assez abruptes, il faut le dire. On a fait un petit peu plus de 11 litres au 100, mais il faudra un essai prolongé dans des conditions, disons, plus quotidiennes pour être en mesure d'évaluer réellement le résultat. En sachant tout ce qu'on vient de vous dire, puisque nous, on conduit le CX-70 aujourd'hui, évidemment, on l'a apprécié. Mais vous, en considérant le fait que ce véhicule coûte environ 800 $ de moins que le CX-90 pour une banquette de moins, en considérant que le CX-90 propose une version d'entrée de gamme que ne propose pas le CX-70, la grande question se pose, pour laquelle des deux versions, le CX-70 que l'on a avec nous ou le CX-90, vous opteriez? Voilà de retour. Alors, Marc, tu as posé la question. On prend un 70, on prend un 90 du côté de chez Mazda. Comment est-ce qu'on fait pour partager le tout? En fait, 5 ou 7 passagers.
En fait, c'est clairement, et Martin Médina le dit là, dans le reportage, c'est clairement une opération marketing. C'est pas plus compliqué que ça. On veut offrir une couverture dans tous les créneaux des utilitaires sport disponibles. On a donc choisi de présenter 2 modèles différents. Différent est un grand mot, là. On a donné un coup de tournevis magique, on a enlevé une banquette, puis tout à l'heure, on a créé un nouveau modèle. Mais c'est quand même, donc, l'objectif, c'est clairement ça. L'idée, c'est qu'on veut lancer un message publicitaire différent à l'égard de certaines personnes. Ça me fait toujours rire, hein, parce qu'on s'adresse toujours à des couples dans la quarantaine, actifs, aimant le plein air, le genre de personnes que personne connaît dans la vraie vie, mais que tous les véhicules s'adressent à eux. On nous disait la même affaire avec le CX-50. C'est ça. Exactement. Actif qui aime le plein air. C'est ça. Alors là, on va pousser un petit peu plus loin avec ce qu'on appelle les empty nesters, les gens dont les enfants ont quitté la maison. On dit, bon, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de la 3e banquette. Mais on dit qu'on veut vraiment cibler, faire une campagne, donc, qui va être différente pour ces gens-là, pour ce modèle-là. Et c'est la raison pour laquelle on a utilisé 70. Pour le reste, écoutez, soyons honnêtes, c'est exactement le même véhicule, la même plateforme, ce qu'on appelle la plateforme de grand format du côté de chez Mazda, la même motorisation. Et au-delà du fait que ce sont le même véhicule, c'est un sacré bon véhicule, sincèrement. J'ai eu l'occasion, vous l'avez vu dans le reportage, de le conduire dans des conditions qui étaient variables, tant sur autoroute, en ville, que dans les routes de montagne. Et je peux vous dire que dans les routes de montagne, il y a là-dessus un système qui s'appelle le Kinetic Posture, en tout cas. Bref, un système qui permet de transposer le couple de façon efficace. Et honnêtement, j'ai essayé de rendre malade mon caméraman assis en arrière. J'ai même pas été capable parce qu'il était vraiment très stable et on brassait vraiment beaucoup de véhicules. Donc, c'est un très, très, très bon véhicule. On peut juste se poser la question à dire pourquoi on a jugé bon de se différencier à ce point du 90. Oui, puis on a fait quelques petits ajustements esthétiques quand même, là, des appliqués noirs, des roues spécifiques. Donc, on a voulu un petit peu le personnaliser, ce qui fait que c'est un très beau véhicule. Même que cette couleur-là, celle qu'on a en studio, c'est exclusif au 70. Ça s'appelle couleur cuivre. Donc, ça, c'est exclusif pour le 70. Vous n'en verrez pas des 90. Mais, effectivement, mécaniquement et tout le reste, c'est un 90. Là. Absolument. Bien, c'est ça. Moi, après avoir regardé, examiné ce véhicule-là, moi, je me suis posé la question, même question qu'on se pose tous, pourquoi faire un véhicule, un XC70 versus quand on a déjà un 90 qui est complet? Alors, est-ce qu'on y va avec un 70 qui a justement quelqu'un... Je sais pas, c'est la chaîne d'assemblage qui ont quelqu'un. Hey, ils ont dit non, tu mets pas le siège, le 3e siège là-dedans, c'est dans celui-là qu'il va. Fait que finalement, on a vidé un véhicule là, quelque part. Mais tout ça, c'est fabriqué sur la même chaîne d'assemblage. C'est fabriqué au Japon. C'est fabriqué à Ofu, au Japon. On vous en avait parlé il y a quelques semaines, lorsqu'on a eu le XC90. La baie de Ofu, comment est-ce qu'ils l'avaient créé, etc. Et comment est-ce que les Japonais n'avaient pas de terrain et avaient réussi à se construire une usine. Et j'avais été invité, moi, au lancement de la Mazda 6 à l'époque, qui était justement assemblée là et fabriquée là. Alors, on continue la même chose avec le XC70. Moi, c'est du pareil au même. T'sais. Il faut être attentif, il faut savoir vraiment les différences pour voir... Tu mets les deux côte à côte, puis si on t'a pas dit que les roues sont différentes après celui-là qu'après l'autre, tu ne sais pas lequel qui est lequel. Personnellement, c'est certain que j'ai pas besoin d'un 3e rangée de sièges. Mais rendu là, est-ce que j'achète avec la 3e rangée de sièges ou pas? La différence de poids, la différence du véhicule ne sera pas vraiment importante. Là où ils font une petite erreur, parce que le rendement du véhicule, là, j'ai eu les deux. Une semaine, le 90, l'autre semaine, le 70. Donc, j'ai pu vraiment les conduire. Tu conduis environ de la même façon. C'est le même comportement. Comme Marc t'a dit, c'est parfait. Là où ils vont devoir peut-être changer les choses, c'est de différencier les prix. On va peut-être être obligé d'y aller avec une plus grande marge pour être capable de vendre du 70, parce que sinon, si tu n'as pas besoin de la 3e rangée dedans, tu l'achètes pareil pour 800 $, puis à la revente, bien, tu vas avoir un plus grand bassin de gens pour revendre ton véhicule. Alors, je pense qu'au niveau stratégique, pour vendre un véhicule neuf, tu vas être obligé de faire une différence de prix encore plus marquée. Et ce qui est étonnant, en fait, c'est qu'on n'a pas non plus dans le 70 une version d'entrée de gamme, comme on a dans le 90. Ouais. 90 GS existe et il se retrouve à être moins cher
que le GSL 70 qui est l'entrée de gamme. Alors, tu sais, il y a comme effectivement un déséquilibre à ce niveau-là. Et bon, le prix varie, là, c'est de 400 à 1000 $ à peu près, selon les versions qu'on retient pour la troisième banquette. Mais comme je disais un peu à la blague à quelqu'un, c'est bien plus facile de replier la banquette que d'en ajouter une quand on a besoin. Donc, honnêtement, je ne comprends pas l'utilité de ça. Et tu as raison, Daniel, il va falloir trouver une façon de se démarquer autrement que strictement par une présentation marketing, parce qu'il n'y a pas de justification. Et au niveau de la valeur de revente, ça risque d'avoir un impact beaucoup plus grand que le 4 à 800 $ que vous allez avoir payé à l'achat. C'est pour ça que je pense qu'on n'en fabriquera pas beaucoup. Ça va aller beaucoup plus à la demande, selon ce que le marché semble avoir de besoin, parce que le CX90 se vend bien. C'est un véhicule qui se vend bien, on le sait, c'est un véhicule bien construit, bien assemblé. On a juste à regarder la qualité des matériaux qu'il y a après le véhicule qu'on a ici. Des sièges qui sont bons, sont confortables, la visibilité qui est bonne, les espaces arrière qui sont bonnes. Alors, moi j'irais vers peut-être un 70 parce que j'en ai pas besoin. Puis encore là, je suis obligé de me dire, bien, vas-tu me priver de la troisième rangée au cas qu'un bon matin, je vais m'acheter un chien et je vais le laisser complètement à l'arrière, tu sais. On ne sait jamais, Jacques, on ne sait jamais. Ouais. Fait que c'est... Même nous, on a de la misère un peu à faire le choix et à faire la différence. Alors, ce sera aux gens de pouvoir voir... Je ne voudrais pas être vendeur chez Mazda. Sincèrement, là, je ne sais pas comment tu peux justifier à la clientèle la nuance entre les deux pour à peu près le même prix. Je comprends pas. Mais je répète et j'insiste, ce sont d'excellents véhicules. Dans les deux cas, là, ça ne met pas en doute les qualités de ces véhicules-là. Le rapport qualité-prix est impressionnant. Là. Les matériaux, l'assemblage, la finition, c'est impeccable. Ça ne prendra pas des vendeurs. Ça va prendre des bons acheteurs. C'est ça. Tu vas aller acheter ce que tu as besoin. Exactement. C'est là qu'on va faire un peu selon la son différence. besoin. Puis... Mes cataractes se développent très, très bien parce que je suis rendu que je trouve les couleurs beige, brun, ce genre de couleurs-là très belles. Alors, s'il vous plaît, à la maison, enregistrez ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas. On vieillit. Je vais essayer. Pose que je vieillis. Je vais essayer tes cataractes. Et de la misère avec ces couleurs-là. Merci, monsieur. Alors, voilà, on s'arrête à virage et on va bien rester avec vous. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Nous sommes de retour, c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Marc, beaucoup de nouvelles de l'industrie. Évidemment, on commence cette semaine avec Kia. Oui. Qui ont lancé un nouveau véhicule, ça fait jaser. Ça fait jaser parce qu'on l'attendait évidemment depuis longtemps et Kia, tu sais, ont pris l'habitude de nous faire des photos là, en partiel depuis des mois. Mais le EV3, on l'avait vu en version prototype dans plusieurs salons, incluant à Montréal notamment. C'est un très beau véhicule, dimension à peu près équivalente à celle du Niro électrique. Donc, on estime que ce sera possiblement le remplaçant du Niro à très court terme. Pour le moment, on a strictement un rouage à traction, mais on a déjà annoncé une version de performance. Rappelons qu'il existe déjà des versions GT du côté de l'EV6 et 2 moteurs et rouage intégral qui vont arriver bientôt. Donc, même chose qu'on retrouve à peu près dans tous les autres modèles électriques. C'est la même plateforme, la EGMP, qui sert de base à l'EV6 et à l'EV9, entre autres. Mais en version... En version réduite, là, mais c'est... Donc, la différence, cependant, c'est qu'on n'a pas la même mode de batterie. Donc, évidemment, parce que le véhicule est beaucoup plus petit. On a quand même 2 batteries, 58 ou 81 kWh. Je suis toujours... Donc, 81 kWh, ça nous jette pas loin de 480, c'est ça. 460. On parle de 600 WLTP, donc on parle entre 450 et 480 chez nous. 201 chevaux, donc c'est identique à ce que le Niro propose déjà. On l'a dit, c'est des dimensions qui fait 4,3 mètres de longueur, donc on n'est pas dans un très gros véhicule. Bien au contraire, ce qu'on a hâte de savoir, c'est le prix. Oui. Parce que le prix, actuellement, a été annoncé à quelque chose comme 32 000 €. Ce qui fait 40 000 Canadiens à peu près.
Ce qui serait logique dans l'échelle de prix des véhicules qu'on possède déjà. Exactement. Donc, et ce qui serait quand même très avantageux, très C'est qu'à intéressant. ce moment-là, ça devient super intéressant parce que c'est le véhicule le plus abordable, à l'exception de la Fiat 500. Est-ce qu'on vient pas de coiffer encore une fois Chevrolet avec la nouvelle Bolt? Parce qu'on est dans les dimensions de la Bolt. Là. Tout à fait. Tout à fait. Et dans les prix de la Bolt aussi qu'on avait préannoncé. Ouais, c'est ça. Oui, effectivement. Et on est allé vraiment chercher tout ce qu'on avait besoin pour avoir un premier véhicule populaire, je te dirais, parce que les autres sont plus dispendieux. Alors, si c'est le cas, évidemment, on va attendre. Hein, on estime que la version nord-américaine avec plus de détails va être disponible au Salon de Los Angeles en novembre. Pour On le est moment, en plein dans le marché, on est en plein dans le prix, on est en plein dans les besoins Oui. de ce que les gens veulent présentement à la mode des petits sports utilitaires. Ce véhicule-là là, est directement dans le 1000. Totalement. Mais attendons de voir les prix. Et très officiels. moderne au niveau de la conception. Hein? Ben On oui, dit, hein. on a repris un peu ce que le V9 nous propose. C'est d'ailleurs Karim Habib, le Montréalais, entre autres, qui a participé au design. Là. Mais Marc, on pourra en rejaser, là, mais nouvelle génération, tout nouveau véhicule, un 2025, dans l'année où on savait que les véhicules électriques allaient exploser, Ouais. puis on ne dépasse pas les 500 km d'autonomie encore. La question, c'est est-ce que l'on veut dépasser les 500 km? Bon Moi, je pense que... Bon point. Rappelle-toi, il y a 3 ans, BMW a dit jamais nous ne ferons de véhicules en haut de 600 km parce que personne n'en veut. Alors, on commence à voir que les autres pensent la même chose sans le dire ouvertement. Mais là, on dirait que personne ne veut des 400 km, des 500 km. Non. On veut du 600, puis quand il va y avoir des 600, on ne voudra pas en acheter. C'est ça. C'est trop cher. En tout cas, bref. Mais ironiquement, il y a aussi l'autre retour du balancier. Là, on parle de voitures électriques. Il existe actuellement une pétition en ligne sur le site qui s'appelle change.com.org qui veut que la Camry revienne avec un moteur V6. Ah! On a lancé une pétition où on dit on est bien content de voir que Toyota se lance dans l'électrification et tout, mais les vrais mordus de la Camry veulent avoir un moteur V6. Donc, ils ont lancé une pétition. Ils sont bien mieux d'oublier ça. Ils ne sont pas nombreux, là. Ça fait une belle petite nouvelle. Oui, il y en a qui en veulent, mais ils ne sont pas nombreux, alors je pense qu'ils sont mieux de faire leur Ah, bruit. ça faisait une belle petite nouvelle, mais je ne suis pas sûr que ça fasse... Ça ira pas très loin. C'est probablement la seule fois que vous allez en entendre parler dans votre vie. Parlant toujours voiture électrique chez Volkswagen, c'est pas si le fun avec l'ID4. Hein? On est rendu au 14e rappel de la voiture. Celui-là vient d'être annoncé. Problème avec les écrans qui ont tendance à s'éteindre. Sur 14 rappels, on en avoir 10 qui concernent les écrans. Oui, mais celui-là, ça s'éteint. Ouais. Donc, l'écran disparaît. C'est le modèle 2021 à 2023, donc c'est pas le 2024. On dit que ça a déjà été corrigé. Bien sûr, correction qui est faite avec une mise à jour logicielle. Hein? On sait comment ça marche. Donc, ça, c'est pour le rappel officiel. Mais le rappel qui n'est pas encore officiel, qui a été regardé et qui commence à être regardé aux États-Unis par la NHTSA, est un peu plus compliqué. C'est les portes qui s'ouvrent en roulant. C'est un peu compliqué. Alors, on dit qu'effectivement, il y a actuellement 12 plaintes formelles qui ont été enregistrées par la NHTSA que les portières se seraient ouvertes en roulant avec le ID4. Alors là, on fait donc une étude... On rit, mais c'est pas drôle. Non. On fait une étude sur 51 500 véhicules et on espère que... évidemment, on va être en mesure de régler le problème rapidement, sans faire de rappel et sans blessure, parce qu'actuellement, il n'y a ni blessure ni décès qui ont été C'est un élément de enregistrés. sécurité important. Oui, des portes, ça sert un peu d'habitude. Dans la série des nouvelles moins sérieuses, est-ce que tu as envie de sentir le pneu neuf? Personnellement ou à l'intérieur d'un véhicule? Personnellement. Non, pas Tu savais vraiment. que Nissan fait des parfums? Non, je ne savais pas. Nissan a des parfums dont la 350Z, la GTR, l'Armada et le Patrol. Ce sont de vrais parfums qui ont été développés, entre autres, sous le nom de Nissan. Et là, on vient d'en sortir un qui s'appelle Smell My Dust. Respire ma poussière, qui a été lancé dans le cadre du Grand Prix de Shanghai de Formule électrique. Et oui, on sort effectivement un parfum dont le parfum est définitivement le pneu neuf. Le pneu neuf ou le pneu... Le pneu caoutchouc, là. Je veux dire, Ah ouais. Ben Pas non, sûr que- ça sert à quoi, ça? D'abord, pourquoi ils font des parfums?
Qu'est-ce que ça donne? Quand on fabrique des autos, puis on a déjà plein notre cours avec les autos qu'on a là pour peut-être travailler nos transmissions, travailler notre fiabilité, travailler bien des choses. Le parfum, là, je pense qu'on peut laisser ça de côté. Puis, as-tu vraiment envie de sentir le beau tire? En tout cas, bref, c'est une autre affaire. moi, je transporte le mien, mais je ne suis pas obligé de le sentir. BMW, qui a participé au concours de la Villa d'Este en Italie, nous a présenté un magnifique concept. C'est une espèce de Z4, une espèce de... C'est un vieux truc qu'on a ramené à l'ordre du jour. Il est magnifique, il est super beau. Ça s'appelle un Skytop, c'est basé sur la M8 Cabriolet. C'est un très, très beau véhicule. On dit qu'il va arriver en production en nombre extrêmement limité, disait-on. Ouais. Le seul problème... Oui, Z8. C'est la Z8 qu'on avait sortie. Effectivement. Donc, c'est un nouveau Z8, si tu veux. Véhicule. La i8 est partie également, donc on n'a plus de véhicule de prestige. Ça va être celui-là. Ce serait celui-là. La question, c'est, actuellement, on parle d'une puissance de V8 biturbo de 617 chevaux. Pas sûr que c'est une bonne idée dans un véhicule comme ça. Donc, je pense qu'on va se tourner davantage vers l'électrification, probablement, si jamais ça a à sortir. Parlant d'électrification, et ça, c'est une nouvelle dont je tenais absolument à te parler, il s'en vient un projet pilote en Californie où on a dit, bon, là, les acheteurs de véhicules électriques ne payent plus de taxes sur l'essence. Donc, on commence à manquer d'argent pour faire réparer les routes. On va commencer à faire un projet pilote où on va charger une taxe kilométrique. Hein? Et là, ils veulent faire payer les utilisateurs de voitures électriques selon le kilométrage parcouru par année. OK. On parle de 0,2 à 0,4 cents US par kilomètre, soit par 1000. Donc, ça fait 0,17 à... En gros, 3 cents et demi du kilomètre pour nous autres. Ça veut dire que si tu fais 20 000 kilomètres, ça te coûte 700 $ par année, 760 $ par année, parce que tu conduis un véhicule électrique, pour payer ta contribution aux routes, à la réfection des routes. OK, pour combler la perte de la taxe sur l'essence. C'est ça. Et ça, c'est un projet pilote en Californie. Donc, ce que la Californie fait, le Québec le fait. Donc, c'est ce que j'étais pour dire. Les lois qu'on a en Californie, qu'on passe en Californie, sont ici au Québec également. Mais nous, on est un peu différents. Je pense qu'on a déjà commencé à moduler le prix de l'électricité. On a déjà commencé à travailler avec les compteurs intelligents. Et je pense qu'on va y aller directement. On ne gênera pas, puis on va augmenter directement l'électricité. Le problème, c'est qu'ici, l'électricité est en régie par la Régie de l'énergie. Ils ne peuvent pas augmenter tant qu'ils veulent. Donc, il va falloir qu'ils aillent chercher des moyens détournés. Entre autres, eux autres, ce qu'ils disent, c'est que beaucoup des municipalités qui n'ont pas accès aux sommes d'électricité pourraient avoir accès à la taxe kilométrique. Et donc, aller chercher des fonds supplémentaires. Alors, la fameuse taxe sur le carburant serait probablement remplacée par une taxe sur le millage. C'est sûr que les gouvernements mondiaux, peu importe où on se trouve, ils vont réussir à aller chercher les pertes que l'électrification va amener. Les pertes de revenus, ce budget-là est calculé. Donc, on a besoin de cet argent-là. C'est qu'on va aller la chercher à quelque part. Et évidemment, c'était utopique de croire que ça allait être économique de rouler en véhicule électrique. C'est là que ça prend un véhicule électrique, là, maintenant. Oui. Parce que dans quelques années, 5, 6, 7, 8 ans, ça sera plus rentable de rouler une voiture électrique. Ça va coûter la même affaire qu'une voiture à essence. Et pour ton information, disons 3 sous du kilomètre, il se parcourt 350 milliards de kilomètres par année en Californie. Les routes vont être belles, s'il vous plaît. Ça va être de toute beauté. Des tapis. Probablement, il va y avoir du tapis. Merci, Marc. Ça me fait plaisir. Alors, voilà, on s'arrête et au retour, on s'entretient avec Richard Pelchat de Silverwax. Restez là. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B. Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Ce volet esthétique vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Pour cette chronique Silverwax, je suis en compagnie de Richard Pelchat. Salut, Richard. Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien. Alors, Richard, aujourd'hui, on va aider les gens, je pense, à sauver du temps
et aussi peut-être à aimer davantage leur nettoyage de véhicules et peut-être aussi à être un petit peu plus efficace parce que tu as toutes sortes d'accessoires qui nous facilitent la vie. Oui, exactement. Aujourd'hui, c'est ça, j'ai décidé d'amener un petit peu un amalgame de produits qui... Tu sais, sa finition est plus belle, à un moment donné, c'est plus agréable à laver le véhicule aussi. Puis, écoute, le temps, on ne veut pas passer 4 heures à laver notre véhicule. Là. C'est de l'efficacité. Si on est bien équipé, on va être plus efficace. Oui, exactement. Puis la voiture va être plus belle. Exact. On commence avec la base. Un fond. Ouais. Un fond. Tu sais, tout dépendant du type de chaudière qu'on a. Si on a un seau de 20 litres, là, un fond, une grille, peu importe le modèle, c'est très important pour sauver le sable, justement, de ne pas avoir de sable sur la mitaine ou sur la brosse, tout dépendant de ce qu'on utilise. C'est la base. Ça va dans le fond du seau. J'ai justement amené un autre type de chaudière aujourd'hui qui est plus petite. Ceux qui restent en condo ou en appartement ou qui ne veulent pas traîner une grosse chaudière. On a moins d'espace, c'est parfait. Exactement. Tu sais, ou tu t'en vas en camping ou en voyage puis tu veux une petite chaudière, c'est génial, mais mettez un fond de chaudière. Sinon, la minute qu'on met la mitaine, le sable remonte le sable il remonte sur la mitaine, puis on va égratigner. Ça, c'est la base. Ça, c'est un petit truc efficace, effectivement. Exactement. Ensuite de ça, ce que j'aime, quand j'ai lavé mon véhicule, j'aime bien... J'utilise souvent un chamois ou une microfibre pour essuyer le véhicule. Par contre, ça fait beaucoup d'eau. J'utilise toujours une raclette. Il y a différents types de raclettes. J'en ai amené 2 aujourd'hui. C'est extrêmement souple. Puis en passant, ça ne graffine pas. Votre véhicule, il est propre, il y a de l'eau. Si on a pris le temps de bien l'essuyer, ça sauve du temps avec ça. Du temps, c'est pas compliqué. Du temps, du tordage. Puis à un moment donné, on sauve beaucoup de vitesse, comme tu dis. J'en ai amené un plus gros. C'est un professionnel. Oui, ça va vite. Quelqu'un qui a un pick-up ou qui a un véhicule un petit peu plus gros, là, ça va extrêmement bien. Puis en plus, c'est extensible. On peut faire le toit sans problème. Exactement. Fait que c'est quelque chose que je recommande. Et n'ayez pas peur, ça ne les gratignera pas. Même plusieurs concessionnaires automobiles utilisent ça. Là, fait que... Et c'est durable. C'est durable. Bon. C'est durable. Fait que tu en achètes un, tu l'as pratiquement à vie. Exactement. Les autres choses que j'ai amenées aujourd'hui, l'essentiel, la mitaine, avec quoi qu'on va laver. Aujourd'hui, c'est en microfibre. Écoute, ça prend quelque chose de doux. Faites attention, il y a comme des têtes de clowns qui se vendent. J'ai moins confiance un petit peu à ça. Le sable est porté à rester dedans. Ce qu'on veut dans une mitaine, c'est quand on la trempe dans l'eau, que le sable il se dégage et il tombe dans le fond de la chaudière pour ramener juste du savon. Fait que ça prend une mitaine qui est intéressante avec ça. Comme ça, puis ça se nettoie bien, ces mitaines-là, en plus. Exactement. J'ai amené aussi un bloc. Je sais qu'il y en a qui mettent pas... Il y en a qui n'aiment pas mettre la main dans la mitaine. Je ne mets pas la main dans la mitaine. Bon, bien, regarde, t'es le bon exemple. Oui. J'ai amené un bloc. Il existe des blocs, carrément. Quelqu'un veut laver, que ce soit un grand véhicule ou une roulotte ou peu importe. C'est populaire. Les gens aiment ça. C'est évident que t'as un bon morceau dans les mains, là, mais ça fait l'ouvrage. Si on reste dans un bloc... Oui, il y a un autre bloc. Une éponge à insectes. On remarque, quand on est bien mal pris, j'ai un nettoyant pour insectes qui va extrêmement bien. Puis quelqu'un qui veut absolument avoir un bloc à insectes. C'est un petit peu plus abrasif. Oui, c'est plus abrasif. Il faut y aller délicatement sa peinture, puis laissez-les tremper dans l'eau avant de l'utiliser. Faites pas juste le mouiller, mettez-les directement dans la chaudière, puis avec du savon pour lubrifier un petit peu. Mais c'est quelque chose que les gens aiment utiliser. Richard, on va tomber dans les brosses. Ah oui, là, tu tombes dans quelque chose que j'aime. Écoute, je te dirais que celle que j'utilise le plus... Personnellement, c'est ça. Ça semble la plus délicate. C'est pas celle d'intérieur, c'est celle pour l'extérieur. Je vais faire mes notes de roue. Je vais faire tout ce qui est lettrage, contour, que je ne suis pas capable d'aller avec la mitaine. C'est génial. Tout ce qu'on fait, on le trempe dans le savon, puis on fait le contour. Les roues d'alliage aujourd'hui sont de plus en plus complexes. On a un bon exemple ici avec nous en arrière. C'est quasiment les pires. Il y a des raccoins. Fait que ça, c'est parfait. Ça, j'adore ça. Ça se nettoie bien. Elle se prend bien. Tu parlais justement de douceur tantôt. L'autre ici, pour l'intérieur, en passant. Tout ce qui est dépoussiérage pour aller dans les trappes, justement, dans les trappes de ventilation. Écoute, tu peux pas mieux que ça. Et si tu fais tes écrans ou quoi que ce soit, tu peux pas rien égratigner avec ça. C'est génial. J'aime bien ça. Ensuite de ça, on parle des pneus. Un pneu, ça prend une brosse. Ça ne se lave pas avec une mitaine, ça ne se lave pas avec une brosse à véhicule. C'est trop mou. Ça prend quelque chose d'extrêmement dur. À ce moment-là, cette brosse-là, elle est géniale pour ça. Ça va très, très, très bien. Brosse raide. L'autre ici, plus général un petit peu.
C'est surtout la jante qu'on va faire avec ça. On peut faire la jante, on peut faire le moteur, on peut faire différentes surfaces, sauf la peinture, bien entendu. Mais cette brosse-là, je l'aime bien pour les jantes. Moi, j'adore ça. L'intérieur des ailes. Exactement, l'intérieur des ailes, c'est une bonne exemple. La dernière des brosses, et non la moindre, pour les cuirs, les tissus, les tapis. Même chose, une brosse qui est semi-raide, qui est parfait pour ça. OK? Ça, c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui a une bonne prise. Fait que quand tu veux frotter ta surface, bien, ça va très, très bien. Mais pour les cuirs, c'est l'idéal. Petite parenthèse, comment tu choisis tes brosses que tu vas vendre? Tout dépendant de l'application qu'on veut faire. Écoute, tu sais, comme je disais tantôt, moi, celle que j'utilise le plus, c'est elle. Par contre, quelqu'un qui a des jantes dures à nettoyer va aller peut-être plus avec la verte. Mais je joue un petit peu avec toutes les brosses. Moi, je les ai toutes à la maison. Puis, à un moment donné, j'ai besoin... Si je veux sauver du temps, si je veux avoir de la qualité, bien, écoute, il faut s'équiper un petit peu. Il faut s'équiper. Maintenant, les microfibres, les types de microfibres. Oui, microfibres, très important de savoir. Dans les microfibres, il y a des qualités de microfibres. Toutes les microfibres qui sont neuves, peu importe le prix qu'on paye, sont bonnes quand elles sont neuves. Par contre, après plusieurs lavages, souvent, ils viennent comme des débarbouillettes, ils viennent durs. C'est là la différence. Si je prends un exemple, ma microfibre standard, c'est une 350 grammes. Elle n'a pas de couture, on ne peut pas égratigner avec ça. C'est génial. Ça, c'est bon pour des années. Ça va faire des lavages, puis des lavages, puis des lavages. Ça va être encore bon. Fait qu'une microfibre, c'est important d'acheter de la qualité de microfibre quand on va travailler. Ça, les nouvelles, bien, c'est moins nouveau, mais là, eux autres... On appelle ça, nous autres, c'est quasiment une doudoune. C'est une microfibre spécialement faite pour la finition, ça. C'est ce qu'il y a de plus doux. Quand on veut enlever une cire, on veut enlever un céramique coating ou on veut enlever un enduit de protection, c'est l'idéal. C'est mieux encore qu'une microfibre standard, ça. On a moins besoin de la remplacer rapidement. Ça. Exactement, exactement. OK. L'autre, oui, celle pour les vitres. Je vois que tu allais embarquer dessus. Ceux qui ont la misère à laver le vitre, bien souvent, c'est pas pas le nettoyeur à vitre. La problématique, c'est pas mettre le linge. Écoutez, ça, c'est un vrai nettoyeur à vitre, une vraie microfibre spécialement faite pour les vitres. On le voit, elle est très, très fine. Puis si tu manques ta vitre avec ça, pratique, parce que c'est pas normal. Là. Ça va extrêmement bien. Toujours 2 micro-vitres en passant pour laver des vitres. Une pour nettoyer, puis une pour essuyer. OK. Ça, c'est bien important. Rapidement, les autres accessoires. Un petit applicateur pour les brillants pneus. Il y en a qui font juste le vaporiser, il n'y en aura pas sa jante. En le mettant dessus, bien, au moins, il y en a juste sur le pneu. L'autre ici, c'est quelque chose qu'on voit moins standard. C'est pour empêcher, moi, je l'utilise, c'est pour pas que le boyau d'arrosage accroche dans le pneu. Fait qu'à ce moment-là, il va faire le contour, tout simplement. Et le dernier, un applicateur, que ce soit pour le protecteur d'intérieur, ça peut être pour appliquer n'importe quel enduit de protection. Là. C'est en microfibre en passant, ça aussi. Fait que c'est extrêmement doux. Oui, fait bien le travail, ça. Oui. Voilà pour les accessoires. Merci beaucoup, Richard. Ça fait plaisir. Voici de retour 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, nous poser vos questions et commentaires. Messieurs, on en a quand même pas mal, encore une fois. Oui. Merci de le faire en si grand nombre. On a Simon qui dit « Je regarde pour un véhicule usagé pour la famille, sport utilitaire. » Ce qu'il trouve, c'est que ceux qui sont dans son budget ont environ 120 000 km. Il parle des Sportage, Rogue, CX5, Escape. Je fais 8 à 10 000 km par année. Il va avoir 2020 en montant. Donc, évidemment que ces véhicules-là ont plus de kilométrage. On doit faire attention à quoi? Hey. 120 000 km, réglons la chose tout de suite, là, ce n'est pas un vieux véhicule. Hein? Au moment où on se parle... 2020, c'est 4 ans. C'est 4 ans. Non, mais dans le sens où c'est un usage normal et c'est pas excessif et on va aisément dépasser les 250-260 000 km avec ces véhicules-là. Donc, c'est pas en soi un problème, 120 000 km. C'est pas excessif. C'est toujours la même chose. Vérifier, bien sûr, une bonne inspection. Vérifier s'il y a des marques de début de corrosion à certains endroits, parce que certains de ces modèles-là, 2020-2019, avaient un petit peu plus de difficultés. Peut-être moins dans les modèles mentionnés, mais dans certains autres de la même catégorie. L'Escape, oui, ça pourrait. C'est ça. Je pensais à l'Escape, mais pas notamment. 2020.
2019. 2020, il a changé de modèle. Oui. 2019, À l'hiver en 2019. en baissant peut-être un peu plus. CX5, il n'y a pas de problème. Rogue non plus. Mais c'est au niveau de l'essai routier avec le Rogue pour ce qui est de la transmission C'est à ce que du j'étais haut pour kilométrage. Là, il faut faire attention Yeah. avec ce véhicule-là. Le Sportage, c'est au niveau moteur qui ont eu quelques petites affaires ici et là, mais c'est un véhicule que je recommande sans problème. Qui a été réparé sur garantie Ouais. souvent. Moi, je pense que c'est un à faire bien attention, que j'ai resté très surpris la semaine dernière, c'est les produits Nissan au prix dont les pièces sont sur les produits Nissan. Changer des freins sur un Sentra, c'est un voisin, moi, que j'ai, qui a un Sentra 21 000 km, un 2021. C'est pas de kilométrage. Et je connais bien là, comment le véhicule passe de temps dans le garage, les garages chauffés, tout ça. Des freins, c'est au-delà de 1 100 à part des taxes. En arrière seulement. Et ce qui était incompréhensible, c'est que les freins avant étaient usés à 70 et arrière à 30 il restait 30 Alors, selon moi, il y avait un problème au niveau Ouais, des c'est freins, mais quand même, les prix des pièces étaient extrêmement élevés. Moi, dans un véhicule d'usager comme ça, j'irais voir les Coréens. Selon moi, c'est parmi les très bons actuellement et ceux qui ont un prix Sportage Tucson dans Sportage Tucson, c'est ça. dans ces eaux-là. Ouais. Parce que le gros problème mais qui les arrive... faire inspecter aussi. Ben, 120 c'est 000 ça. km, ça dépend de l'entretien. 120 000 km avec un entretien minutieux, moi, ça me fait pas peur, mais pas du tout. Mais un 120 000 km pas entretenu, ça me fait peur. Puis- Fait que ça prend au moins C'est pour le toujours faire ça. inspecter. Puis, et on est toujours pareil, on veut toujours acheter des véhicules équipés un peu, etc., etc. Un CX5, on sait que c'est très bon, mais les véhicules, moins d'équipement possible. Parce que tout à l'heure, dans quelques années, tu achètes quelqu'un qui a besoin d'un véhicule de même qui a déjà 4 ans ou 5 ans. Et dans quelques années, avec toute l'électronique qu'il y a à bord, tu seras même plus capable de l'ouvrir ton coffre à gants. Tu sais, il va y avoir quelque chose dans l'ordinateur qui va faire défaut. Tu seras même... tu sais, fait que... Moi, je pense qu'il faut faire attention aux véhicules équipés, y aller avec moins d'équipement après, mais Mazda CX-5 ou Sportage, allez. Allez-y. Madame Potvin a dit Kona électrique ou Niro électrique, qui est le meilleur? Je veux le garder environ 5 ans parce qu'elle a fait un financement de 60 mois. Donc, c'est à peu près logique, Ouais. évidemment. Kona. Et peut-être que si vous ne faites pas trop de kilométrage, vous allez vouloir le garder longtemps. C'est 2 véhicules identiques. Absolument. Oui, mais le Kona est peut-être un petit peu mieux refait cette année, je trouve, par Ouais. rapport au Niro. Puis le Niro a, on en a parlé dans les nouvelles, le V3 qui arrive. Donc le Niro, je te dirais, a une durée de vie peut-être un peu plus limitée courte. dans ce qui s'en vient. Alors moi, j'irais vers le Kona davantage pour ce côté-là. Ça dépend du style. Il y en a qui aiment moins la Justement. ligne en avant Ah. du véhicule C'est un fait. du Kona, tandis que le Niro a un beau design en avant. Et Oui, est mais un là, peu différent, un peu elle nous plus mentionne les traditionnel. deux. Là. Elle nous mentionne Ouais. les deux. Fait que je prends pour acquis qu'elle aime les deux de façon égale parce qu'elle les a déjà vus. Donc, Mais c'est une question ce que tu es en train de nous dire, Marc, c'est que c'est une question de goût. Donc, on prend le Justement. véhicule qu'on aime le plus. Ouais. Si on aime le Kona, on y va avec le Kona. mais comme je dis, c'est juste que le Niro, à mon avis, a peut-être un avenir un peu moins long devant lui, compte tenu des remplacements qui sont annoncés. Quoique le toit qui s'en vient, ça va être quelque chose. C'est ça. Mais là, on verra à ce moment-là. On va voir. OK, alors on y va avec Prius C. C'est Mme Simard veut un Prius C de 86 000 km, bien entretenu, 2017. Connaît la propriétaire, jamais eu d'antirouille. Est-ce que je dois en mettre un? Je fais 15 000 km par année, donc elle voudrait le garder quelques années. Il y a 86 000 km. Prius C, c'est bon pour 300 000 km. Absolument. Bien entretenu. Système Prius, Toyota qu'on connaît, système hybride depuis Oui. longtemps. Alors moi, je vois pas de problème. Mais un antirouille. Mais on met un antirouille. Mais on met un antirouille. Parce que ça aurait dû être mis lorsque le véhicule était flambant neuf. Parce que le problème d'ajouter un antirouille après quelques années, c'est que déjà, il y a de la poussière à l'intérieur Il y a des presque 7 ans, des le ailes. véhicule, quand même. Ouais. Ça ne tient pas aussi bien que quand c'est fait flambant neuf. Mais ça va protéger, ça va C'est mieux de... le garder encore un 5, 6, 7 ans. Ouais. Évidemment, mais faites attention aux antirouilles avec les hybrides. Hein? Allez voir les personnes qui connaissent ce qu'ils font, s'il vous plaît, parce que c'est pas toujours tout le monde qui sait bien faire les choses. Christian, il regarde pour un Ford Maverick version
Tremor. Donc, Tremor, est-ce que c'est un bon achat? Absolument. La version Tremor, c'est la version un peu plus haute. Oh, c'est ça. Tremor, c'est le nom qu'on donne chez tous les camions Ford pour la version hors route. Le Maverick est un beau petit véhicule qui va très bien, qui n'a pas vraiment de difficultés majeures, qui n'a pas eu de problème connu au niveau mécanique et qui, honnêtement, moi, je trouve qu'ils ont fait un beau travail au niveau du look. Surtout dans la version Tremor, ils ont vraiment donné une gueule différente de ce à quoi on nous avait habitués avec les camions Ford. Alors, je trouve que c'est un excellent choix. Ford devrait pousser davantage la production du Maverick. Ils ne sont pas capables de fournir ce petit véhicule-là. Tremor, ils en ont peut-être dans le cas, puis d'après moi, c'est pas étranger au fait qu'on regarde spécifiquement cette version-là, parce qu'elle monte à 50. Ouais. Celui qui avait au Salon de l'Auto, c'était 51 000. Alors que le véhicule avait sorti pour 25 000 la version hybride de base. Là, il est rendu à 35 000, mais il reste que c'était un prix très avantageux. Le succès fait en sorte qu'on n'est pas capable de fournir ce petit véhicule-là, mais pas en tout. C'est tout un succès pour Ford. Oui, mais je pense qu'ils misaient surtout sur le Ranger. Ils ne s'attendaient peut-être pas que le Maverick connaisse ce succès-là. Et ils ont refait le Ranger cette année, on le sait, qui est un excellent camion. Donc, ils ne s'attendaient peut-être pas que le Maverick... Surtout aux États-Unis, on sait qu'aux États-Unis, on aime moins les plus petits véhicules. Et pourtant, le Maverick a connu un succès de fou. Bien oui, avec cette version-là, moi, elle est économique. Pas de problème, en tout cas, je n'entends pas parler, mais c'est le moteur 2 litres, la transmission de l'Escape. Ouais. Donc, on sait que ça va faire un bon travail, sans problème. Chevrolet Traverse 9, après essai du pilote, Highlander, Rogue, Outlander, Pathfinder. Il y a des véhicules qui ne sont pas tout à fait dans la même catégorie là-dedans. Non, là, on en est conscient. Mais c'est le Traverse qui serait le choix. Est-ce que c'est un bon achat? Bien sûr qu'un Chevrolet Traverse remanié cette année avec le 2,5 litres turbo. C'est un bon achat. Est-ce que c'est un meilleur achat qu'un pilote et un Highlander? Ça, il faut se poser la question. Écoutez, je vais être très, très honnête. Moi, j'aime pas le Traverse. Je ne l'aime pas du tout. C'est un véhicule dont je n'aime pas la tenue de route. C'est un véhicule dont je n'aime pas l'ergonomie. C'est un véhicule que je n'ai pas particulièrement apprécié. Alors, je suis obligé de vous dire, allez voir le Pathfinder, allez voir le Highlander, allez voir le pilote. Moi, je conduis le pilote Trailsport cette semaine et c'est un véhicule que j'apprécie autrement plus que j'apprécie le Traverse. Alors, je suis obligé de vous dire que malheureusement pour moi, mais c'est strictement personnel. C'est pas que c'est un mauvais véhicule, c'est juste qu'il n'y a pas la personnalité qui va avec moi, tout simplement. Faire de la remaniée, là, ils ont fait un moyen bon travail parce qu'avant, je ne l'aimais pas, l'ancienne génération. La nouvelle génération qui vient de sortir, moi, j'ai moins de problèmes avec ce véhicule-là, puis il se rapproche beaucoup plus du pilote, qui lui aussi m'a déçu le dernier essai. Par contre, valeur de revente dans 5 ans, je suis encore obligé de dire qu'un pilote ou un Highlander va gagner au niveau de la valeur de revente. Puis pour faire de la route, si vous faites de la route, le Traverse, il va être économique. Puis il va faire vraiment un bon travail. Plaisir de conduire. Je pense que les nouveaux véhicules, comme le Traverse, avec tout ce qui a été fait, les sièges sont plus confortables, le roulement est plus confortable qu'il était. Je trouvais ça encombrant auparavant. Je trouve qu'il me semble qu'il y a une amélioration qui a été apportée qui fait que le véhicule est plus Ils ont de la misère à se trouver une niche. Ils ont de la misère à ce créneau-là, Acadia, Traverse, Enclave, ils ont de la misère à se trouver une niche. Marie, elle regarde pour un Volkswagen Beetle convertible, 77 000 km, 2014. On demande 19 000 Wow! C'est un véhicule pour l'été seulement. Est-ce que c'est un bon achat? C'est un achat moyen au niveau de la fiabilité, de la qualité et tout, mais comme on cherche des convertibles, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, on peut demander le prix qu'on veut. Mais 19 000, c'est quand même cher. On s'entend. C'est beaucoup de sous. 2014, véhicule de 10 ans. Oui, mais c'est un véhicule qui est le fun à conduire. Là, puis fiabilité, pour l'été pas seulement. Là. Oui, mais moi, comme je te dis, ce qui m'a fait un petit peu sourciller, c'est le 19 000. Parce que le véhicule comme tel, je l'achèterais. Mais à 19 000 on négocie. Autour de 15 000, ça aurait de l'allure. Oui, tu as vraiment le prix, mais moi, je le trouve vraiment élevé au niveau du prix. C'est pas raisonnable pendant tout, parce que la moindre petite réparation, tu vas mettre 1 000, 2 000 piastres sur le véhicule, il va coûter cher. Ouais. Monsieur, rapidement, là, oui, non. Monsieur Trépanier a un Jeep Wrangler Sport 2021, 36 000 km, toit souple, véhicule qui sera utilisé l'été seulement, oui.
Ben oui, Évidemment. même pas une question. 36 000 km, à part ça, il est 36 000 neuf. là. kilomètres. Il est neuf. Non, aucun J'ai pas problème. le prix, mais vous allez le payer quelque chose, par exemple, parce que les autres, les Wranglers, ça garde le prix élevé, pas à peu près. Exactement. Absolument. Absolument. Jacques, Marc, merci beaucoup. Ça fait Ben, plaisir. merci, On oui. se revoit la semaine prochaine. Absolument. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour un autre virage.